Ok, c'est parti. Alors, bonsoir Juvenal. J'espère que tu vas super bien. Ouais, bonsoir Freddy. Je pense Je vais qu'on bien doit toi? on doit être encore en matinée chez toi. Hein. Ouais, il est midi, bon, on va dire, ouais, il est midi maintenant. Ok, la moitié de journée. Ouais, fin de, ouais, moi je, ouais. Il est 18h ici, donc on est en train de Ah ouais, terminer. On est en train de terminer la journée c'est comme ça. ça. Quand je commence, Ouais, il y en a et toi tu termines. c'est ça. C'est trop bizarre. C'est ça. Du coup, j'ai voulu avoir cette discussion avec toi. C'était très important parce qu'il faut dire que j'ai découvert ton profil il y a environ un an et demi. En ce moment, j'étais pas, je voyais juste passer les posts. En ce moment, tu créais des vidéos, des tutoriels. Et après, tu t'es mis à parler vraiment des certificats avec Ouais, Azure. Et c'est là que ça m'a accroché. Donc, je me disais, à un moment ou à un autre, j'allais forcément te contacter pour en discuter justement et voir c'est quoi un peu notre expérience à tous les deux sur le sujet. Surtout que la partie qui m'intéresse le plus, c'est le fait qu'on soit tous, on ne travaille pas dans un environnement, je vais dire, totalement francophone. Donc, on ne collabore pas avec des boîtes ici en Afrique. Moi, je suis en remote, mais toi, tu es plus entre les deux. Souvent, c'est du remote, souvent, c'est du on-site. ouais, Donc, ouais, 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 l'objectif, c'est ouais. vraiment de revenir sur tout ça pour voir un peu nos retours d'expérience sur l'international, l'évolution de notre carrière. Aujourd'hui, on est positionné en tant que senior, le mentorat et un peu l'impact de nos petites actions sur nos communautés respectives. Ouais, ouais, C'est ça, le tour d'horizon. ouais. Et sans tarder, on va commencer par l'introduction. Là, j'ai voulu un truc un peu différent, donc une présentation croisée où on ne se présente pas soi-même, mais ce sera à moi de te présenter et de dire un peu ce que j'ai sur toi et tout ça. Et après, toi, tu feras le même exercice, quoi. Est-ce que ça te Ouais, ouais, convient? bien sûr. Ok. Ouais, ouais, ça me convient. Moi, je vais essayer. Ouais. Alors, Je vais essayer. Je pense que c'est la partie où ça sera difficile, mais il n'y a pas de souci, je vais essayer. super. Donc, c'est moi qui commence. Alors, aujourd'hui, là, je parle avec Juvenal Glody. Pour le nom de famille, tu m'aideras après pour la Ouais, prononciation. Et ouais. donc, aujourd'hui, Juvenal, c'est vrai, tu n'as pas été toujours développeur. Tu as commencé d'abord dans les réseaux, infrastructures, network, machin truc et tout. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu es vraiment positionné en tant que développeur senior. Tu as pris du temps vraiment de collaborer avec tout type d'entreprise. Je ne sais pas à quel moment exactement tu as pris la décision de bouger, mais je dirais que tu as eu une partie de ton expérience en Côte d'Ivoire d'abord. Et après, retour dans l'Europe, Canada. Et là, maintenant, tu es basé à Montréal où tu fais du Ouais. consulting Ouais, je suis pour les consultant, ouais. boîtes. Voilà. Et tu partages régulièrement des contenus à propos de tout ce qui est l'environnement, l'écosystème Microsoft. Et justement, moi, c'est vraiment pas mon truc. Microsoft, j'ai eu affaire à AWS et GCP et tout ça. Et justement, lorsque je voulais entamer cette discussion avec toi, j'ai fait une recherche rapide pour voir Azure, il est composé de quoi. Et donc, la première vidéo que Google me renvoie, c'est ta vidéo. Et Waouh, là, là, je suis flatté, franchement, là. vraiment fait en blanc. Plus tard, je vais poster le screenshot, c'est-à-dire, lorsque je posais des questions et tout, j'ai juste mis Azure et tout, et il m'a renvoyé comme résultat ta vidéo où tu disais comment est-ce qu'il faut faire le choix entre AWS, GCP et Wow. Microsoft. Ça, Positionné c'est. au top, ça montre un peu Ouais, ça, je aussi. dirais. Ouais, je dirais que ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, ce que je sens dans les recommandations, ouais, ça veut dire que, ouais, ça, c'est, je suis très flatté par que Google ou peu importe, là, ait mis ça dans les recherches, là. Ça veut dire qu'il y a eu de l'intérêt, beaucoup de gens l'ont visionné Bah, ouais. et peut-être même partagé. Donc, ça devenu la Ouais. référence. Donc, voilà ce que je peux dire sur toi. Tu me diras s'il y a des infos qui manquent et tout, mais voilà. Ouais, bah, peut-être qu'il y a des infos que je pourrais réajuster. Je pense que la présentation, on va dire, c'est par rapport aux différents profils. Mais moi, il y a des choses j'ai des questions que je te poserai sûrement. Ok. Je pense que ça soit croisé, il faudra aussi sûrement réajuster. Parce qu'il y a beaucoup de choses de ton côté que moi j'aimerais aussi apprendre et ainsi de suite. Ouais. Ouais, mais en gros, je pense que je pourrais, si je dois
Bon, j'ai fait la présentation et après on réajuste ou comment ça se passe? Oui, bien sûr, tu fais la présentation d'abord et après on réajuste. Ok. Ouais. D'accord. Bon, là, Freddy Agbona, ouais, je pense que tu es basé au Bénin. Hein. Exact. Donc là, voilà, comme j'avais vu quand quelques commentaires venant de toi, on va dire, quand je commençais à poster sur LinkedIn, et puis après, j'ai eu à voir ton profil. Bon, parce que moi, à chaque fois que je vois une personne, je dis, ok, attends, je vais voir cette personne, ce qu'elle fait et tout. Donc, savoir au moins c'est qui est l'interlocuteur. Ouais. Donc là, j'avais vu que tu travailles dans le software engineering et aussi tu as un side project qui s'appelle l'Urnix. C'est ça. Je savais même pas ça à l'Unix. Après, il faudrait que tu expliques pourquoi tu as choisi l'Unix. Okay. Parce que ça m'a intrigué. Bon, après, j'ai vu que tu occupais beaucoup de postes, que ce soit, je crois actuellement CTO, software architect, dans différentes boîtes et surtout des boîtes basées pas qu'au Bénin. Donc je me suis dit ok, là ce que je peux dire de toi, c'est que sûrement tu as une grande expérience dans l'ingénierie logicielle et aussi une expérience avec l'international. Voilà, donc en gros, ce que je peux te présenter. Voilà. Merci, oui, tu n'as pas manqué la majorité des infos. Et déjà pour moi, je vais commencer. Il y a aussi chez moi la partie du mentorat qui ressort et c'est ça qui m'intéressait justement. Je voulais qu'on parle un peu de Ivoire Dev Academy et de l'Urnix. Donc j'ai vraiment occupé des postes de formateur, mentor avec plein de structures ici. Et je vois que c'est aussi le cas chez toi. Tu as fait du mentorat en ligne avec des structures comme Udacity et autres. Donc il y a ce côté-là un peu qui ressort chez moi. Je ne sais pas si le concept existait avant, mais mon rôle de CTO là, il est vraiment part-time. Je sais pas si c'est possible, mais c'est du on-demand quoi. Donc je jongle entre ça, mes activités de mentorat et mon rôle de lead software architecte avec la boîte aux US. Donc, ok, c'est une très bonne expérience. Je pense que le Bénin doit en profiter, hein. Sinon on va venir te prendre. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai manqué de ton côté? Bon, là, de mon côté, j'ai des choses que je dois réajuster. Premièrement, tu as sûrement très raison sur le fait que j'ai passé une grande partie de mes études en Côte d'Ivoire et de mes premières expériences professionnelles. Et ensuite, j'avais lancé Ivoire Dev Academy en 2018. Okay. C'était plutôt par rapport au fait que la plupart des ressources, donc déjà moi de base, je me suis intéressé à l'anglais très tôt, depuis le lycée. Donc, ça fait qu'au final, j'avais je comprenais les vidéos en anglais. Je comprenais bien, même qu'en étant en Côte d'Ivoire, j'avais un bon niveau en anglais. Donc, c'est que le fait que j'avais remarqué que dans l'écosystème francophone, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Ça tournait autour des petites choses, HTML, CSS, PHP. Il y avait pas beaucoup, c'était pas très avancé. Il y avait juste quelques-uns qui poussaient, comme les youtubeurs comme Graphicart. Il y en avait qui poussaient, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup là. Donc moi je disais juste, ce que je peux faire, c'est essayer de juste prendre du contenu que j'apprends moi de mon côté et juste de faciliter aux gens, de faciliter la vie aux gens. Par exemple, je découvre une technologie, je la partage avec d'autres personnes, je découvre quelque chose, je la partage avec d'autres personnes. Et moi, j'allais pas me baser sur les choses débutantes comme HTML, CSS. Je me disais, ok, moi je dois me baser sur des choses un peu plus avancées parce qu'on a déjà du contenu de débutants partout sur Internet, mais côté un peu avancé, moi, j'en trouvais pas. Quand j'avais besoin de contenu avancé, je devais partir vers les plateformes anglophones. Et c'est ça que je dis, ok, ça manque de notre côté francophone. Ouais. Donc là, avec un ami, j'avais lancé ça, mais lui n'avait pas trop le temps de continuer, donc je continuais tout seul. Et j'ai appris énormément. Quand j'apprenais, je partageais. Quand j'apprenais, je partageais. C'est là que la culture d'apprendre est venue. Ouais. Ensuite, vers 2021, j'ai été contacté. Moi, j'ai changé de boîte. Je commençais à travailler pour une boîte qui était basée à Amsterdam. Donc, je faisais du remote, 100%. Et puis, à Abidjan, je travaillais pour la boîte. Et en même temps, j'ai été contacté par Udacity pour le mentoring des étudiants. En plus, ils avaient évoqué mon parce que je faisais déjà du mentoring, je faisais partager du contenu. Ils se sont dit, OK, ça correspond à ce qu'on veut. J'avais déjà commencé par du mentoring dans l'Afrique centrale. Et après, j'ai été session lead. Dans la session lead, et puis après, j'ai été
j'ai oublié le terme. Genre, c'est comme tu es le modérateur. Ok. Quand les étudiants ont besoin de questions, c'est à toi qui poses et tout. Et là, c'était pour le Sénégal. Ils avaient l'objectif de 1 million de codeurs. Je sais pas s'ils ont été l'objectif, mais c'était 1 million de codeurs au Sénégal. Ok. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité, j'étais venu au Canada et en même temps, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail ici. Donc, j'ai été débauché par une entreprise basée au Canada. Oui. Et je me suis dit, bon, à la base, c'était juste, bon, je vais voir ce qui se passe au Canada, je vais voir l'environnement d'ailleurs. Et après, j'ai aimé le pays, j'ai aimé l'environnement, j'ai aimé l'écosystème, j'ai aimé comment ça se fait ici. Après, là, ça fait presque 3 ans que je suis là. J'apprends énormément des questions de l'environnement. Ouais. Je développe mes compétences et j'arrive toujours à m'améliorer, quoi. Ouais. Je veux dire, j'ai énormément appris aussi en étant ici parce que je suis quitté d'un système où je travaillais pour des boîtes, on va dire, moyennes, à taille moyenne, pour là travailler non seulement en tant que consultant, ce qui est un contexte très différent de quand tu travailles en entreprise. Oui. Et en plus de cela, j'ai intervenu dans des grosses boîtes, plus que bon, c'est pas Microsoft, mais c'est vraiment des grosses boîtes en sens qu'il y a beaucoup de hiérarchie, il y a beaucoup d'équipes, tu travailles dans des squads, c'est pas un environnement où tu décides du jour au lendemain, je décide, je fais que ça, c'est vraiment un environnement un peu plus, mieux structuré. Voilà. Ouais, beaucoup très structuré. Ouais. Je comprends. Ok. Voilà, donc, en gros, voilà. Ouais, très intéressant. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu peux expliquer le LearnX, pourquoi tu as trouvé LearnX, comment se passe le mentoring, l'écosystème au Bénin et tout? Oui, justement, la création de LearnX, c'est vraiment partie de mon expérience de mentor. Donc au départ, tu sais, on a démarré, ça s'appelait la fac du dev, un peu pour dire une école pour les développeurs, entre autres. Donc, on proposait des parcours un peu normal, je vais dire. Donc tu veux faire du front-end, il y a un parcours pour du front-end. Tu veux faire du back-end, il y a un parcours pour du back-end, du no-code, etc. Mais avec le temps, je me disais, ce genre de programme, ça marche bien. Mais avec mon expérience personnelle, j'ai remarqué que, et surtout avec l'arrivée de l'IA il y a quelques années, qui a amené aussi sa partie dans le learning, j'ai remarqué en fait que on est loin du compte si on doit faire des choses en mode, si tu veux être front-end, tu suis un parcours comme tout le monde. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu des cohortes que j'ai accompagnées où la même formation est designée pour tout le monde et peut-être à la fin, tu as juste gagné, je sais pas, 10 ou 20% de la cohorte qui est extrêmement compétent sur le sujet et tout ça. Donc je me suis dit, bon, lançons un mode pilote. Moi, j'ai une méthode qui est centrée sur l'humain. Donc pendant les cohortes de mentorat, moi je prends le programme qu'on m'a donné qui est à dérouler et je prends 1 ou 2 semaines pour essayer de comprendre un peu les étudiants que j'ai, leur manière de fonctionner, leur manière d'apprendre, et j'essaie en fait de personnaliser l'expérience pour chacun d'entre eux et voir un peu ce que ça donne, tu vois. Et donc ce pilote m'a permis en fait d'augmenter ce chiffre-là. On est passé carrément pour des cohortes de 10% à plus de 80, 90, ou des gens qui sortent vraiment et ils savent, enfin ils ont la compétence, ils ont fait des choses comme il fallait, ils ont fait des projets pratiques et midi. Alors, si c'est ça, l'avenir n'est peut-être pas les formations auxquelles on est habitué, genre les cohortes, les bootcamps, c'est peut-être pas ça pour avoir des personnes compétentes, mais c'est peut-être de se focus sur le plus important et de personnaliser au maximum l'expérience d'apprentissage. Et c'est de là que je me suis dit, bon, on va arrêter la fac du dev et on va en fait se renommer Learnix. Donc, Learnix, en fait, ça vient de learn. Apprendre et learning, je sais plus trop. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une sorte d'application qui a en son sein une intelligence artificielle. Donc pour le moment, je vais expliquer un peu ce qui est sous le capot. Pour le moment, on travaille avec les modèles de Meta qui sont un peu plus accurate sur le sujet de l'apprentissage. Donc Llama 7, etc. Donc c'est ça qui s'occupe en fait de designer l'apprentissage, le path pour chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats avec les entreprises et les écoles, donc c'est du B2B, pour donner ces accès-là en fait à des étudiants ou des personnes en entreprise qui ont besoin de upskilling et autres. Mais tout est vraiment basé sur le fait de personnaliser l'apprentissage
pour à l'échelle. Ok, personnalisé apprentissage, ok, ouais, pour ne pas que ça soit trop générique. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une très très bonne approche. Surtout ça, parce que moi, je trouve que quand il faut apprendre, il y a des choses. C'est pour ça moi quand j'apprends, j'ai des plateformes quand je prends la plateforme déjà, je suis là-dessus. Mais par exemple, c'est comme un puzzle que tu dois commencer à combiner. Tu vas aller sur YouTube, prendre ce sujet, tu vas aller sur ce site, prendre ce sujet. Bon, maintenant, ChatGPT, c'est un peu plus, là, c'est avec les IA, LLM, ça aide, mais avant, c'était des casse-tête, là, pour avoir un path, clair, quoi. Oui, c'est ça. Ok, là du coup, ce qui m'intéresse, pendant ta présentation, tu disais que d'abord tu as commencé en remote tout en étant basé en Côte d'Ivoire. Et ça m'intéresse bien parce que l'idée pour le remote, c'est qu'on puisse peut-être aussi comparer nos quotidiens et par rapport à la culture du travail. Mais déjà, est-ce qu'il y avait un décalage horaire? Ouais, mais le décalage horaire, Amsterdam, Abidjan, c'était 2 heures. Alors, ça va, quoi. Je comprends. 2 heures, 1 heure. Chez moi, c'est 6 heures. Ouais. C'est 6 heures. Donc ça veut dire que 6 heures, là, ça veut dire que quand tu te réveilles très tôt, là. Très tard. Genre, toi, tu travailles je sais pas, tu commences à quelle heure? Non, en fait, 10 heures. on se fait un scrum meeting à 9 heures chez eux. Donc 9 heures, ça fait 15 heures chez moi. 15 heures. La journée est presque terminée. C'est fini, ouais. Je vais ici pour scrum meeting et après je travaille jusqu'à 22 heures, 21 heures. Mais vraiment, il n'y a pas la culture, et c'est surtout aussi ça que je voulais qu'on compare. Il n'y a pas cette culture de, comme on a ici en Afrique ou bien dans l'espace francophone où on te dit, non, c'est 8 heures, forcément tu dois faire si tu es en remote. Mais ils sont plus basés c'est plus la culture de la performance. Exactement. Tu as dit que tu peux faire telle chose, prouve-le. On veut des résultats. Mais on n'est pas derrière toi. Il faut que tu fasses 8 heures par jour. Tu peux faire 4 heures, 5 heures, mais il faut que les résultats suivent. Oui, ça c'était pareil. La chose juste que moi c'était requis, c'est d'être disponible aux besoins. S'il y a des réunions, il faut être là. S'il y a des réunions, il faut être là. C'est-à-dire que parce que pour partager l'information, si on te ping et qu'il y a peut-être un problème en production, il faut juste être disponible. Mais après, il y avait pas, on vient pas derrière ta tête là parce que le problème que je vois. Un peu plus, bon, je généraliserai pas, hein, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des fois il y a beaucoup trop de présentéisme. Des fois on veut juste te voir là pour te voir. Des fois t'as fini le travail, mais on veut juste te voir là juste pour te voir en fait. Sachant qu'alors qu'en remote, tu peux travailler même plus. C'est-à-dire, je peux me lever là, je travaille jusqu'à 22 heures parce que je dois finir quelque chose. Et le lendemain je peux commencer un peu plus tard parce que hier j'ai pris du temps. Et le fait d'être en remote, ça aide, en fait. Tu sais que tu es là, c'est sur les objectifs. Donc là, moi, j'ai pas vraiment eu ce problème-là. La seule chose qui était juste requise, c'était, il faut être là quand il y a des réunions pour que on facilite la communication avec les équipes. Et il faudrait pas qu'il y ait une personne qui est en décalage et tout. Et aussi, il faut livrer, quoi. Il faut faire ce que tu as à faire. Si on a besoin de toi, on t'appelle, t'es là. Mais après, il n'y avait pas où il faut te voir. Est-ce que tu es venu? Est-ce que tu t'es connecté à 9 heures du matin? Est-ce que tu t'es... Ça, j'ai rencontré ça plutôt dans les entreprises, pas en remote, mais en entreprise, quand tu travailles avec elle en présentiel, ouais, là, il faut être là 9 heures. Attends. Ouais, mais l'expérience que j'ai eue depuis Abidjan, c'était pas, il y avait moins de bureaucratie ou de... Tac. C'est ça, exactement. Maintenant, au niveau, parlons de l'anglais. Est-ce que c'était un environnement où tout le monde parlait anglais? C'est quoi, anglais? Ouais. Et je pense que ça, c'est la base de tous les développeurs, normalement, devaient apprendre l'anglais. Après, il y en a qui je sais pas pourquoi il y en a qui se braquent. Parce que l'anglais, aujourd'hui, c'est tous les livres. Tous les livres, les ressources, c'est ça. Tu dois parler anglais. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis intéressé à l'anglais très tôt. Très, très tôt. Depuis le lycée, l'anglais, c'était un truc que je m'intéressais à ça énormément. Donc, ça m'a facilité la transition. Voilà. Mais quand j'ai commencé à travailler en remote, c'était anglais. Les équipes parlent anglais. Ils sont à Amsterdam, ils parlent anglais. Quand je suis arrivé au Canada, la première mission, le Canada, c'était un pays bilingue déjà.
il y a juste une seule province qui est purement francophone, qui est là le Québec où je suis. Mais figure-toi que même au Québec, même à Montréal, tu vas dans des endroits, les gens ne parlent qu'anglais en fait. Ouais, bah, c'est ça. Et la première mission que j'ai eue ici, c'est que je parlais qu'anglais en fait. Ouais. C'est en anglais. Et même quand j'ai passé l'entretien, ça s'est fait en anglais. En anglais, justement, c'est ça. Parce que on travaille avec des équipes qui étaient à Toronto. Le gars, il est anglophone, il comprend pas le français. Il veut parler, il veut communiquer avec toi et tu dois pouvoir comprendre ce qu'il dit. En fait. C'est ça. Et c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je me dis, pour tous les développeurs, je pense pas que si je parlais pas anglais, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'opportunités qui n'allaient pas je vais pas pouvoir les avoir. Bah, ça, c'est sûr. Il faut parler anglais. Je le dis tout le temps. Parce que une fois là, en fait, même pour le poste que j'ai aux US, l'entretien, tout est en anglais, les meetings, ben, tu fais comment alors si tu ne comprends pas, alors que tu dois discuter avec ton équipe? C'est ça, c'est ça. Tâches, tu dois comprendre. Exactement ça. Et réagir. Et au-delà même du travail, les livres sont en anglais. Moi, tous mes livres liés à l'informatique, il y a des livres, tu vas pas les trouver en français maintenant. Les classiques, par exemple, Clean Code, ok, il y a la version en français, il y a d'autres, mais les plus poussés, c'est en anglais. Conférences sont en anglais. Et donc, t'es développeur, tu comprends pas l'anglais. Bon. Je sais pas comment tu vas faire. Tu vas juste te mettre du retard pour rien, en fait. Ouais. En vrai, moi, ce que je pense, tu vas juste te mettre du retard pour rien. L'anglais, ça facilite la tâche. Il y a des gens qui, je sais pas pourquoi ils se rébellent contre l'anglais, mais faut apprendre. C'est une langue comme toutes les autres langues. Mais après aussi, il faut après aussi, je pense qu'il faudrait c'est un peu aussi difficile des fois quand tu es dans un environnement purement francophone, comme, je sais pas, le Bénin, comme Côte d'Ivoire, où tu es là, tu apprends l'anglais, mais t'as personne qui est appliqué, voilà. C'est ça aussi, des fois, ça aide. Là, moi, je pense que c'est compréhensible, mais il faut vraiment s'efforcer, mettre son téléphone en anglais, suivre des séries en anglais sous-titrées, et se forcer à écouter des émissions, c'est ça. Au fur et à mesure que tu tends l'oreille, tu vas comprendre. Après, je sais pas si au Bénin, il y en a, mais en Côte d'Ivoire, il y a le English Corner, à l'ambassade des États-Unis. Ils donnent des cours d'anglais. On l'a également. Tu pars. Voilà. Tu pars tranquille, quoi. Tu pars, tu t'améliores. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais au final, tu vas juste t'ouvrir les portes. Moi, c'est ce que je trouve que l'anglais, c'est incontournable. Exactement. C'est le premier langage à apprendre. Pas le premier langage français, le premier langage à apprendre. En tout cas, si tu es dans la tech, franchement, et que tu veux tout à l'international, pas de limite. Tu peux pas rater, hein. Tu peux pas rater ça. Ouais. Du coup, comment tu t'es installé finalement et pourquoi parce que dans ton cas, je remarque que tu étais déjà en remote, mais pourquoi avoir fait le choix de changer complètement d'environnement? Tu dis, bon, allez, je quitte la Côte d'Ivoire et je m'installe là-bas. Ouais, mais comme j'ai dit, c'était plus pour à l'apprentissage. C'était vraiment pour apprendre. J'ai toujours été dans un environnement, même si je travaille en remote, j'étais purement dans un environnement purement africain. C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je vois ailleurs. Donc, j'avais eu plusieurs opportunités. J'avais eu l'opportunité pour aller en France. Et j'ai eu l'opportunité, en vrai, petite parenthèse, à Abidjan, je gagnais bien ma vie. Hein. J'étais tranquille. Avec un salaire en euros, quand tu convertis en monnaie locale, c'est bien. J'avais vraiment pas à me plaindre côté finance. Je n'avais pas des charges, j'avais pas de femme, pas d'enfants. Je n'étais pas marié, donc c'est tranquille. Tu gagnes un bon salaire, t'es sûr, c'est ok. À plus de ça, mais il y avait pas, c'était juste vraiment un challenge purement professionnel, en fait. Purement professionnel, découvrir comment les choses se font ailleurs en étant là-bas, en fait. Parce que comment les choses se font ailleurs en étant loin, mais comment ces choses se font ailleurs en étant là-bas. En plus, vu que j'ai vu l'opportunité d'être consultant, moi j'ai toujours été full-time. Je me suis dit, ok, je vais voir c'est quoi être consultant, parce que la dynamique est vraiment différente. En tout cas, t'es consultant, il y a beaucoup plus d'attentes par rapport à toi. C'est-à-dire quand tu viens, on attend un peu plus de toi, on t'attend à ce que tu sois un peu plus opérationnel. Il y a pas, un consultant n'est pas que technique, tu représentes aussi une autre entreprise ou un autre client dans une autre entreprise, donc il y a la phase de la posture, tu travailles sur des grands projets qui ont eu du code par exemple depuis 15 ans ou 20 ans, donc il y a une façon de rentrer dans les projets. Tu vas pas venir forcément travailler seul, il y a des gens avec qui tu dois collaborer, il y a plusieurs équipes qui vont rentrer en ligne de compte, chose que c'était un environnement que j'avais pas nécessairement avant. Donc quand je suis arrivé, mais en vrai j'anticipais pas non plus que voici ce que j'allais faire. Moi dans ma tête c'est
j'arrive au Canada ou en France, parce qu'au début, c'était pas moi le Canada que je visais, j'arrive au Canada ou en France, je vise, j'apprends, je vais voir ce que je vais apprendre et le maximum que je peux apprendre le plus longtemps possible. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis encore là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais pour le moment, je suis encore là. Ouais, pour le moment, je suis encore là, mais ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment, il n'y avait pas de challenge. C'est pas comme si je partais chercher de l'argent. Je partais pas chercher beaucoup d'argent. Je partais pas chercher. C'était juste un challenge purement professionnel. J'ai une opportunité. Je pars voir ce qui s'est fait ailleurs en étant là-bas. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai été bilan presque 3 ans ici. Je suis super content d'avoir fait ce move-là, d'avoir fait ce move. J'ai énormément appris ici, énormément appris ici. Comment collaborer avec des grandes équipes, comment travailler avec des squads, comment petit point ici, c'est le marché est un peu challengeant. Okay. Les profils sont les gens sont très bons ici aussi. Wow. Il y a des très bons développeurs au Canada. Il y a des très grosses boîtes aussi. Ça ouvre un peu ton esprit. Parce que le truc, c'est que, étant en Afrique, surtout francophone, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Tu peux être bon. Mais pour que tu intègres Google, c'est beaucoup plus difficile en étant là-bas qu'en étant ici. Ici, Google, il y en a au Canada, il y en a aux US à côté, tu vois. Je peux faire le move vite, je peux me préparer, tac, je postule. Après, je dis pas que faut forcément être au Canada, aux États-Unis pour travailler pour Google. Tu peux être en étant en Afrique, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple ici. Voilà, ici, j'ai des entreprises comme Google, la Microsoft, ils sont pas loin de chez moi ici. Si je veux postuler un truc, je pars à des meet-up où je croise le gars qui travaille à Microsoft. Tu peux lui dire, ah ouais, s'il y a des positions, tu peux me référer, tu vois. Ouais. Il y a aussi, il y a des entreprises, c'est quoi l'entreprise là qui font les jeux vidéo là? Pas Unity, l'autre. Bon, j'ai oublié là. Oui. C'est une entreprise qui sont ici, basées ici au Canada, à Montréal ici, ils travaillent sur les jeux vidéo. Okay. J'ai oublié le nom là. J'ai oublié le nom. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir et moi, j'ai pas regretté ce move-là, quoi. C'est vraiment un bon move. Il y en a qui n'ont pas aimé venir et donc ils sont répartis. Ouais, mais après, est-ce que forcément, bon, ça, mais ouais, si je veux pas m'éterniser, mais si je veux revenir, pourquoi je suis revenu au Canada, pourquoi j'ai établi? Si je veux faire une petite conclusion, à la base, je voulais pas nécessairement venir au Canada. À la base, c'était j'ai passé toute mon expérience en Afrique, je veux voir ailleurs. Je veux voir de mes objets comment ça se fait. Donc j'ai eu l'opportunité de parler en France, j'ai l'opportunité de venir au Canada. J'ai dit, ok, je vais aller au Canada. Je suis venu au Canada et je suis resté. Et je vois, et 2 ans et demi après, je suis satisfait de ce move-là. Ouais. C'est ça. En fait, il faut juste se lancer et voir ce que ça donne. C'est ça. Il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, je trouve que parce qu'il y a des gens qui sont un peu aussi à l'aise en Afrique. Hein. Je pense que toi, tu as des opportunités en étant au Bénin. Ouais, il y a des gens qui sont à l'aise. Tu peux juste être à l'aise et rester là. Surtout que l'argent, quand tu payes en remote, c'est pas mal. Justement, pour en parler, j'ai oublié. Quand tu es en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce type de contrat-là s'il n'y a pas des références, tu vois, ce genre de choses. C'est pas que tu peux être en Afrique, l'Afrique francophone encore, et juste postuler à des jobs sur le remote international. Soit c'est que ils viennent à toi directement par l'un de tes canaux, ou alors c'est que tu as eu un référent quelque part qui a parlé de ton profil et donc on essaie de te tester pour voir comment ça marche. Mais toujours ça reste mieux d'être basé en Afrique et d'avoir son là-bas. Ouais, ça côté financier, si tu es un bon négociateur de salaire, tu peux te faire un max de blé là. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Mais moi, je trouve que c'est bien. Tout dépend de chacun. Je veux dire, il y a des profils qui sont en Afrique, qui se font, qui évoluent en Afrique, qui font des bons projets en Afrique. Il y a des profils qui vont voir. Voilà. Et moi, des fois, parce que moi, où je tiens vraiment à clarifier, c'est pas que en Afrique on peut pas être un bon développeur, c'est pas qu'en Afrique on peut pas avoir de meilleurs contrats, c'est pas qu'en Afrique on peut pas avoir beaucoup d'argent, on peut tout faire partout. Moi, mon cas, c'était vraiment, je veux voir ailleurs, je veux voir comment ça se fait, je veux être là-bas et voir. C'est vraiment personnel.
Ouais, c'est vraiment personnel, ça n'a rien à voir avec... Parce que si c'était juste pour l'argent, j'allais rester à Abidjan, quoi. C'est ça. J'étais tranquille. C'était vraiment tranquille, quoi. Et là, on va parler d'un sujet hyper intéressant parce que j'ai vu, je ne sais plus quelle session d'information tu avais avec une entreprise au Canada où tu partageais en fait ton retour d'expérience avec les certificats Azure. Et donc, il faisait une petite blague avec le post, soit disant que ce sont les certificats qui t'ont rendu chaud, je sais pas. Ouais, non, ouais, c'était juste une petite blague, là. C'était juste une petite blague, C'était là. intéressant, vraiment. Moi, j'ai suivi toutes tes vidéos sur le sujet et je vois que c'est vraiment intéressant. Donc, ça m'amène un peu à la partie où on va parler de stratégie, d'expertise. Tu as, je dirais, 5 certificats à Dieu. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Est-ce que c'est franchement pour asseoir ton expertise, pour de la crédibilité ou qu'est-ce qui t'a orienté en fait à tout les passé? Les deux, c'est beaucoup de la crédibilité, et aussi de la connaissance. Ouais, moi, je travaille avec Azure depuis 2021. Ça fait 5 ans que je travaille sur Azure. Ouais, ça fait 5 ans depuis que je travaille sur Azure. Donc, j'ai découvert Azure quand je commençais à travailler avec l'entreprise Amsterdam. J'ai découvert Microsoft Azure et je commençais à travailler là-dessus. Donc, je travaillais dessus pendant 2 ans. Oui. 2 ans, je suis arrivé au Canada en 2023. Je travaille avec une autre plateforme cloud qui s'appelle OpenShift de Red Hat. Okay. Après, de 2023 à 2024, je travaille avec Red Hat et après, je suis revenu sur Azure. Mais le temps de 2021 à 2023, je travaille sur Azure pendant 2 ans plein et je pensais que j'étais très bon sur Azure. Je me suis dit, ouais, je travaille sur Azure, ça fait 2 ans et j'ai fait des pipelines, je déploie mes projets. Je me suis dit, ouais, je suis bon en Azure. Quand je suis arrivé ici, et c'est pour ça que je dis que je suis très content du move que j'ai eu à faire, parce que quand je suis arrivé, je travaillais pour une première fois pour une entreprise en tant que back-end, développeur back-end. Je travaillais sur des systèmes. Et là, j'ai vu l'architecture, la complexité. Là, je dit, wow! En fait, c'est ça, c'était genre, wow! Il y avait on m'en a, parce que l'équipe dans laquelle je travaillais, on avait un tout petit peu la même mise. On pouvait aller se connecter sur le provider, voir les pods. C'était genre, waouh, les pods de Kubernetes. Donc, j'étais genre, waouh. C'est comme ça que, on met en place des architectures complexes. Et là, ça commençait à l'amour de l'architecture cloud et du système est né. Je suis waouh. Parce que c'est tellement intéressant de voir comment des gros systèmes, parce que c'était une entreprise de télécommunications, donc comment une grosse entreprise de télécommunications qui traite des millions d'utilisateurs a une architecture. Et moi, je travaillais juste sur une petite partie. Et je me suis dit, j'imagine les grosses infrastructures, comment ça doit tourner, au fait. Ouais. Et là, ça commençait à me pousser plus sur le sujet. Et finalement, en 2024, je suis reparti, j'ai changé de mission. Et là, je suis revenu sur Azure. Okay. Et là, je me suis dit, OK, j'ai fait Azure pendant 2 ans, de 2021 à 2023. Et je pensais que je connaissais. Mais je veux dire aussi que je connaissais, mais je connaissais pas au niveau, à un haut niveau. Donc, je me suis dit, OK, je reviens de 2023, à 2024 plutôt. Et là, je vais repartir sur de bonnes bases sur Azure et réasseoir mon expertise sur le sujet. Et la chance, c'est que je ne viens pas de zéro. C'est quelque chose c'est une plateforme sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, OK, je vais suivre un parcours qui va faire que je vais valider les différentes étapes pour être un expert sur Azure. Okay. Et là, je commence avec la première certification, AZ900, basique. Après, je vois les data. Après, je vois la certification pour les développeurs sur Azure. Après, je vois la certification sur les administrateurs sur Azure. Et après, je passe la certification sur les architectes, l'architecture sur Azure. Et la 5e certification, ça te donne le titre d'expert sur Azure. C'est Microsoft dit, t'es là, t'es expert sur le sujet. Et maintenant, l'avantage, c'est que ça te donne de la crédibilité. C'est pas, je me suis pas auto-proclamé expert. Je dis pas, ouais, je suis expert. C'est un titre que Microsoft te donne parce que tu as passé les examens. Voilà. Donc là, moi aujourd'hui, je suis à l'aise avec mes connaissances sur Azure parce que je sais que je suis passé par toutes les étapes et j'ai travaillé dessus. Parce que le piège, je sais pas si on va arriver, le piège de la certification, c'est de les passer et de ne pas travailler dessus.
C'est ça. Ça, c'est un gros piège. C'est-à-dire que tu as 10 certifications, mais si on te met devant un projet, on te dit, vas-y, déploie-moi sur cette plateforme-là, tu es calé. Là, c'est le mauvais côté. Si tu combines pratique et théorie, tu deviens juste très bon dedans, en fait. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, je travaille sur Azure au quotidien. Je lève le matin, je suis sur Microsoft Azure, je dors, je suis dessus. Et j'ai à côté des certifications qui consolident mes acquis. Ok. Donc, je sais que si demain je suis face à des recruteurs, peu importe, ou face à une opportunité qui correspond, j'ai pas peur d'y aller, quoi. Et je sais qu'il n'y a pas que la théorie, il n'y a pas que la pratique, il y a les deux. Voilà. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est juste on le dit, pour notre métier, c'est de l'apprentissage continu, quoi. On ne finit jamais. Avec le temps, même en 10 ans, 15 ans, il y a des choses que tu vas continuer à découvrir. Et plus encore, cette période. Et spécialement avec Azure, c'est que tu dois renouveler les certifications chaque année. Ah bon? Tu dois refaire un petit, non, mais c'est un mini examen. Okay. Ouais. Pour garder ton titre. Mais chaque année. Quoi. Oui, c'est ça. Bah, sinon, tu le perds. Sinon, il faut dire qu'il est expert. Parce que c'est ça le truc. Il y a des gens aussi. Ouais. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit, oh ouais, moi j'ai été diplômé ingénieur informatique ou peu importe en 2017 ou en 2015 ou même en 2010. Ouais. De 2010 à 2026, il y a tellement de choses qui se sont passées que si un gars s'est pas mis à jour, sa force même n'est plus à... Je dirais pas que tu vois parce que tu as toujours les bases, mais tu n'as plus tu n'es plus aussi tranchant. Exactement. Si tu te mets pas à jour de façon continue. Donc, pour pouvoir dire que, ouais, je suis expert, je suis temps, il faut toujours être à jour, Et Microsoft te pousse à dire, chaque année, tu viens, tu renouvelles ta certification pour qu'on soit sûr et certain que chaque année, tu es à jour. Okay. Une année, tu n'es pas à jour, tu perds déjà, donc ta certification n'est plus à jour. Il faut bien mettre là-bas sur la plateforme que, la certification a expiré. Et si tu veux reprendre ton titre, tu vas repasser le vrai examen, quoi. Okay. Voilà, tu vas repasser ça. Donc, si je passe pas, j'ai renouvelé un de mes examens en février. Voilà, donc tu repasses. À chaque fois, tu repasses. Un an après. Après 6 mois, ils te disent, dans 6 mois, tu dois renouveler. Si tu renouvelles pas, disent que ça a expiré et si tu veux réavoir le même titre, tu repasses le même examen. L'autre examen, c'est un peu plus difficile. Donc, il vaut mieux faire les plus faciles. C'est ça. Et plutôt que de refaire l'examen le plus difficile. Voilà. Mais moi, par contre, j'aimerais avoir toi ta vision des certifications. Franchement, je dirais que, en fait, ça dépend aussi un peu de l'environnement. Tu vois, ici chez nous, que ce soit francophone, Afrique, etc., le diplôme, il est vraiment valorisé. C'est-à-dire j'ai étudié j'ai telle licence, j'ai tel master et autres. Mais je remarque que pour des profils hyper calés sur un sujet, par exemple, je prends Azure, je prends Odoo, je prends Java. Il m'est arrivé une fois de suivre une formation pour devenir back-end software engineering Java et je me rends compte qu'on n'a pas eu des certifications. C'est-à-dire, c'est vrai, tu as suivi une formation, mais il y a la certification officielle qui dit qu'en fait, tu es calé sur le sujet de Java pour des systèmes et autres. Et là, je me rends compte que ici, dans notre écosystème, c'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant. On est plus derrière les titres, les diplômes, etc. Mais dès lors que tu sors de ce cadre-là et que tu vas dans un endroit un peu plus rigoureux, je vais dire, où il te faut de la crédibilité, dire j'ai fait telle école, c'est plus vraiment ça, quoi. Mais quand tu dis, disons avec toi par exemple, ça fait 2 ans que tu mettais ton titre d'expert avec Azure, ça c'est plus crédible. Parce qu'on dit, ok, il a la certification il y a 2 ans, mais à chaque fois il renouvelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il n'est pas du tout inactif. Il apprend, il se met à jour. Et ça, je pense des fois même, ça parle beaucoup plus pour toi que même des entretiens. D'entretiens où on te teste à faire quelque chose. Et moi, j'ai vu des cas où ce genre de certificat-là m'a directement mis sur... je suis passé de la première rencontre directement à une période d'essai sans passer par les blabla techniques qu'il y a au milieu et tout ça, tu vois. Automatiquement, on veut te donner une chance pour voir si, effectivement, la crédibilité que tu brandis, est-ce que tu peux la prouver aussi.
Donc oui, Exactement. c'est hyper important. Et il y a aussi des postes où c'est requis, on dit, tu Oui. dois avoir la certification. C'est ça. Si peut-être un jour je partagerai ça, mais il y a vraiment des postes, j'avais même vu architecte, on dit, bah, il faut que tu aies ça. Parce que il y a une chose, c'est, l'école c'est très bien, à moins que tu aies fait Harvard ou Stanford ou MIT. Si tu fais une école, université, on va dire, pour un top 200, peu importe, c'est qu'après un nombre d'années d'expérience, c'est plus l'école qui détermine maintenant qui tu es. L'école, c'est au début. Genre, j'ai fait l'université, je peux rentrer. Après, c'est maintenant toi seul et tes compétences et tes expériences qui vont te maintenir. Je veux dire, tu vas pas dire, ouais, je fais, je sais pas, peu importe l'université de X, ça fait 15 ans. Ouais, ok, mais est-ce que pendant les 15 ans là, est-ce que tu as toujours maintenu tes connaissances? Est-ce que tu as maintenu tes compétences? Parce que le fait de sortir d'une université 15 ans en avant, ok, mais donc quoi tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as développé? Qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu as appris? Bon, personnellement, je pense que je reviendrai sûrement sur une vidéo dessus là, mais les certifications, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire pour s'aligner avec son objectif professionnel. C'est ça. C'est-à-dire que si moi je veux devenir architecte sur Azure, je passe ces certifications d'architecture sur Azure. Ouais. Mais au-delà des certifications, et là, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est également de pratiquer. En fait. Parce que l'erreur des certifications, c'est de les collectionner comme des trucs. Les certifications n'a de la valeur que parce que tu peux faire avec, pas parce que tu connais seulement. C'est ça. Si tu sais faire de l'architecture sur Azure, ça ne servira à rien de juste savoir que tu peux faire. J'ai de la connaissance dans l'architecture, je l'applique sur des projets réels. Quand demain je me retrouve face à des recruteurs, je dis, je suis expert, voici ce que je sais faire, voici ce que je connais. Parce que la certification, c'est, je connais, mais après, qu'est-ce que tu sais faire? C'est un peu comme tu t'assois, tu en prends un langage de programmation et tu n'as jamais fait de projet là-dessus. Au final, c'est ça. Au final, ça ne sert pas à grand chose de connaître toute la syntaxe d'un langage de programmation, mais tu n'as jamais codé un projet dessus. Tu n'as jamais rencontré de problème réel. Donc, c'est ça aussi. Je suis architecte, je suis développeur cloud, je suis administrateur cloud. Tu prends la certification, tu fais plus la pratique et égale à un fort truc, quoi. Ouais. Et justement, en parlant de ça, on peut dire que ces dernières années, surtout 2025, vraiment notre manière de travailler a complètement changé. Il y a eu des outils qui se sont ajoutés à nos différents workflows. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisaient VS Code et aujourd'hui c'est plus Cursor, c'est plus Windsurf qu'autre chose. Il y a d'autres, c'est Code. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là et aujourd'hui pour tes activités, ta profession et tout ça, quelle est ta stack personnelle que tu utilises, que ce soit en entreprise ou sur des projets perso? C'est quoi un peu ton environnement technique? Concernant l'IA ou de façon générale? Concernant l'IA, technologie et outils IA. Déjà, moi, je suis un peu un early adopter. Donc, quand je vois quelque chose, j'aime essayer, j'aime tester. Donc là, j'avais testé quand ChatGPT est sorti, je tentais essayer. Quand les éditeurs IA sont sortis, quand j'ai testé Cursor, j'ai testé Windsurf. Là, l'outil que j'utilise le plus, même, c'est plus GitHub Copilot. Parce que, vu que moi, j'aime bien, je change beaucoup d'environnement, donc j'ai besoin d'un outil que je peux dire, juste je me connecte à mon GitHub, pam, j'ai ça directement, en fait. Peu importe l'idée, parce que des fois, je suis sur VS Code, des fois, je suis sur JetBrains Rider, ou sur PyCharm. Donc là, des fois, je dis, OK, peu importe l'idée que je suis, je peux juste truc. Et là, avec Claude Code, je l'utilise également. Là, je suis passé par côté IA, par tous les différents éditeurs. Et moi, j'aime bien aujourd'hui
être couplé avec l'intelligence artificielle pour travailler. Je suis vraiment un gros fan. Ça fait gagner du temps. Mais mon inquiétude, pour moi, c'est plus pour les juniors, en fait. Okay. C'est vraiment plus pour eux parce que moi, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler sans IA. Donc, j'ai eu l'occasion je connais Stack Overflow. J'ai eu à apprendre à la dure, quoi. Où tu t'élèves le matin, tu débugs et ainsi de suite. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on a plus des IA. Et l'IA, c'est tu tapes ton prompt, tu te donnes le code. Maintenant, ma préoccupation pour les juniors, c'est est-ce que ils arrivent toujours à apprendre comme nous on a appris. Hein, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu vieux là. C'est ça. Ouais. Mais une chose qu'il faut vraiment, on peut pas, c'est indéniable, c'est on apprend en faisant en fait. Oui. On apprend en faisant. Naturellement. Si tu te dis, Freddy, jongle un ballon, je te regarde jongler un ballon, tant que je ne sais pas de jongler le ballon, je ne sais pas jongler le ballon. C'est ça. Voilà. Moi, je dirais pas aux gens, ouais, non, l'IA, il faut arrêter l'IA, tout ça. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est utilise l'IA, mais n'arrête pas d'apprendre. Oui. Voilà, parce que l'IA peut générer du code. Est-ce que le code que l'IA génère, tu comprends? Est-ce que tu peux refactorer les codes qu'il y a? Est-ce que ça respecte les bonnes pratiques? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça fait gagner du temps, mais est-ce que un junior comprendrait? Parce que moi, après beaucoup d'années dans le code, il y a des choses que je comprends, il y a des patterns que je comprends, il y a des choses que je comprends, et il y a des choses que je peux connaître. Ah, l'IA, c'est pas intéressant ce qu'il a fait. Ah, il a trop répété, il aurait pu faire une fonction, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai peur que des projets ne deviennent pas maintenables parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas certains principes de programmation. Mais si on revient à la stack, je vais arrêter de faire le vieux là en mode utilisez l'IA, faites attention et tout. Ouais. Si on revient à ma stack, moi, la stack que j'utilise, donc je vais partir de la jeunesse. Moi, j'ai commencé avec du PHP, Laravel et Vue.js. Ouais, c'était ça, je commençais avec Laravel, Vue.js. Classique, hein, tout le monde. Après, j'ai laissé, ouais. Mais après, j'ai laissé Laravel, Vue.js. Je suis passé à du React parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais utilisait du React. J'ai changé de boîte. Au début, quand je commençais pour une entreprise, une agence web. L'agence web, c'est, on te dit, il y a un projet à faire, il faut faire. Il n'y a pas de CTO qui va te dire, fais sans tel langage, fais livre. Il n'y avait pas de contraintes. Donc là, je suis dans une entreprise, c'était un peu plus structuré. Ma deuxième expérience, c'est que là, c'était, donc on fait du Laravel, on fait du Vue.js. Ouais. Mais après, toute l'équipe, c'est assis, on dit qu'on veut choisir une stack de base. Donc là, je fais du Python et du React. Donc là, j'ai découvert React et j'ai découvert Python. Avec Flask. Et là, finalement, j'avais Vue.js React, j'avais Python Laravel. Donc j'avais les deux à côté. Et aussi, Node.js a commencé à un peu émerger. Donc je me suis dit, ok, je fais du Laravel, je fais du Python, je fais du Node.js, je fais du React, je fais du Vue. Ça commence à devenir beaucoup, en fait. Ça commence à devenir... J'ai 3 stacks côté back-end, j'ai 2 stacks côté front-end. Il faut que je choisisse. Donc je me suis dit, ok, pour tous mes projets personnels, je fais du Laravel, Vue.js, parce que c'est un couple que j'aimais bien, que j'aime toujours. J'aime beaucoup Vue.js, j'aime beaucoup Laravel. Ouais. Et côté back-end, j'ai dit, ok, côté du travail, je vais garder Node.js, je vais garder React pour la Mern stack. Je crois que 2019-2020, c'était la stack un peu populaire, Mern, Mongo, Express, React, Node. Et Python, je garde ça on the side. Ok. Après, quand je rejoins l'entreprise pour laquelle je travaillais l'entreprise en 2023 là, non, en Amsterdam, donc eux, je suis tombé sur des projets C#. Oh. Donc je me suis dit, ok, et Azure, et React. Donc, je me suis dit, ok, ouais, l'entreprise avait pris des consultants qui avaient fait leur projet et on devait maintenir. Donc moi, je suis arrivé chez le développeur qui devait maintenir tous ces projets-là. Je me suis dit, ok, j'aime Node.js parce que je fais beaucoup de JavaScript. J'aime Python parce que c'est simple à faire. Mais l'entreprise a déjà du C#. Ouais. Je trouve pas ça mature de dire à l'entreprise, j'aime pas ce langage de programmation, je vais réécrire le projet. Ouais. Donc, soit je m'adapte, soit je laisse le plancher. Donc, je me suis dit, ok, c'est un langage de programmation que je peux apprendre. Et là, Laravel, j'avais plus de contexte pour utiliser Laravel. Laravel était là comme ça.
J'avais plus de contexte. L'entreprise, je travaille en C#. Node.js, c'est quelque chose que j'aime. Et Python, je le garde toujours on the side. Yeah. C'est soit je garde Python on the side, soit je garde Laravel. Donc là, j'ai décidé de drop Laravel. Je dis, ok, bon, Laravel, désolé, mais le contexte fait que truc. Et je drop aussi Vue.js parce que j'avais déjà rien. Et il y avait beaucoup trop de stacks à connaître dans ma tête. Oui. Parce que d'avoir, pour moi, je trouve que aujourd'hui, avec l'IA, on peut, mais avant, tu dois connaître tout. Exactement. Et connaître tout, c'est parce que les gens se trompent. Et sur une chose, c'est travailler avec un langage de programmation, c'est suivre aussi son évolution. Ouais. C'est si tu travailles avec le langage de programmation, on dit, peu importe, ES 2025, quand ES 2026 sort, tu dois aller regarder ES 2026. Tu dois suivre des articles. Comme on est passé de Vue 2 à Vue 3. C'est ça, tu dois suivre. React, les versions 18, React 19, tu dois savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi j'utilise 5 langages. Moi, je me pose la question, mais comment tu fais pour suivre l'évolution de tout ça, en fait? Parce que chaque langage va sortir ses nouveautés, ses trucs de base. Il y a une version qui va être en LTS. Tu dois suivre l'écosystème, en fait. Et tu passes sur l'écosystème de 5 langages, à moins que tu n'aies pas de temps à faire. Ouais. Donc là, moi, de mon côté, j'ai commencé à drop pour dire, ok, bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que le marché demande. Donc là, j'ai drop Vue.js, j'ai drop Laravel, j'ai drop les deux. Okay. Et je me suis resté avec React, C#, Python et Node.js. On va dire, c'est Dieu qui a fait. Quand je suis arrivé au Canada, première mission Python. Je suis sauvé. Ouais. J'ai déjà Python de side. Deuxième mission C#. Je suis sauvé. Je connaissais déjà C#, tu vois. Ça fait que ça m'a facilité aussi l'intégration. C'était des moves pas calculés en avant. C'est des moves où je disais, il faut juste garder, en fait. Ouais. On sait jamais. Et j'ai gardé et je suis tombé sur des opportunités qui correspondaient exactement à ce que j'avais décidé de garder. Ouais. Tu vois. Donc là, finalement, Python, je les drop aussi. Donc là, maintenant, quelle est ma stack en 2026? Là, moi, je travaille avec C#. Oui. Et Azure, tout ce qui est Microsoft, C#, Azure. Et je travaille avec React et je travaille avec Golang. Parce que Go, c'était un langage purement sur système. Oui. Et vu que je suis sur du cloud, Azure, je travaille beaucoup avec les systèmes. Donc là, je suis dit, ok, je vais travailler avec un langage très système. Donc Golang et React, toujours pour le côté front-end, je suis vraiment React. Là, je suis en train d'essayer de voir si je peux pas retravailler sur un projet sur Vue.js, parce que vraiment, Vue.js, c'est mon framework que j'aime. Genre, j'ai aimé ce framework-là beaucoup, quoi. Genre, c'est un des frameworks que j'aime par sa simplicité, React, je le fais parce que c'est le marché, quoi. Genre, ça demande React. Mais Vue.js, c'est moi, c'est le truc que j'aime, tu vois, je veux le faire, tu vois. Donc là, je suis en train de chercher un projet sur lequel je vais retravailler avec Vue.js. Mais Laravel, je suis pas sûr que je vais retoucher à Laravel. Ça fait quoi, 3 ans, presque 4 ans que je touche plus du PHP depuis 2022, donc ça a évolué. J'arrive pas, je suis plus. C'est ça. Et aussi, où je me dirige loin. Je me spécialise moins en tant que développeur web, en fait. Ouais. Voilà, moi je me spécialise en tant que développeur cloud, architecte, en tant qu'architecte. Voilà, je vais moins vers le web. Genre. Donc plus où je pars, mon contexte c'est plus Python et Go qui peuvent me pousser vers là-bas, moins Laravel, web, PHP. Ouais. Et C#, c'est quelque chose, ça fait quoi? Ça fait un bon couple d'années que je fais C#, donc c'est le langage que j'ai. Et les projets ici, au Canada, il y a beaucoup plus de C# ici, que j'en avais vu. Il y a beaucoup C# Java, il y en a beaucoup ici. Donc, moi, je suis C#, c'est sur React et Go. Et Python, c'est toujours on the side. Python, c'est un langage que je mets toujours dans ma petite boîte, là, on sait jamais. Quand c'est que je le sors, je sais pas du Python. Je mets toujours on the side, voilà. Donc, ma stack, là. Donc, maintenant, côté IA, là, je travaille avec Claude. Oui. Et aussi avec Copilot. Bon, je donne beaucoup d'argent aux entreprises, mais GitHub Copilot, pour mes PR sur GitHub, des fois, lorsque je dois changer d'environnement et que j'ai pas Claude, je travaille avec GitHub Copilot en utilisant les modèles Opus et tout. Et voilà, donc c'est ça ma stack actuellement, rien de foufou. Hein. Et puis côté cloud, bien sûr, Microsoft Azure, tranquille, quoi.
Voilà, Microsoft Azure, bon, là-bas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va rester là. Voilà. Maintenant, toi, là, moi, j'ai répondu là. Et toi, c'est quoi ta stack? En fait, franchement, je faisais la même chose que toi. J'ai commencé avec PHP. Le seul souci, bon, est-ce que c'est un souci? Moi, je n'ai pas voulu toucher Laravel. Ok. Et je me disais, j'avais ce blocage là où je me disais que ce serait compliqué pour moi de faire du Laravel. Donc, sur presque tous les projets, j'ai travaillé de 2019 à 2021 avec PHP. Je faisais que du natif. Bon, je construisais tout de zéro, voilà, je mettais en place les trucs. Et puis après, j'ai touché à du Java, bon, du Ruby on Rails d'abord, 2021, puis Java. Et là, actuellement, ce que je fais réellement au jour le jour, c'est du JavaScript. Donc, main stack, quoi, comme tout le monde. Ok. Et donc, en entreprise. Node.js, React? Node.js, React, pas trop, je dirais plutôt Nest. Nest, ok. Oui. Nest, ok. Sinon, pendant des années, j'ai commencé Nest, je dirais en 2024. Pendant des années, franchement, j'étais accro à Vue parce que je me disais, oh, React, c'est trop compliqué. Vue, je l'ai appris pendant des années, c'est simple et tout. Tu te casses pas la tête, tu crées. Ouais, Vue, c'est trop simple. J'aimais vraiment Vue. Mais là, le marché m'a obligé, en fait, à essayer Nest. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que moi, c'est le gros regret que j'ai avec Vue.js, c'est que le marché n'est pas autant adopté, en fait. Vue.js, c'est une pépite, Vue.js. Moi, j'ai vraiment hâte de retoucher à Vue, quoi. Oui. C'est une bonne pépite. Ça m'a vraiment, je suis tout le temps désolé que, j'adore React, mais j'aime beaucoup Vue.js. Mais le marché ne suit pas. Faut manger, là. Faut aller où ça paye. On va pas se forcer à utiliser du Vue alors qu'il n'y a pas beaucoup de missions sur Vue. Hein. En entreprise, on teste beaucoup. On est entre Codes de ChatGPT et Gemini de Google. Et ok, ouais. Intéressant là parce que j'ai un collègue qui avance comme argument tout le temps que lui pense que Gemini est le meilleur modèle sur Terre parce que ça vient de Google. Donc il se dit GPT, Anthropic, tout cela, ils sont des entreprises qui n'étaient pas là de Google, ça essaie depuis des années. Donc pour lui, comme Google domine le marché du moteur de recherche et tout ça, il y a plus de données pour sortir un modèle efficient que les autres. Donc c'est ça son argument. Ouais. Mais les tests disent autre chose. Mais c'est ça. Claude qui sort gagnant à chaque fois. Mais c'est ça. Donc on est entre les mais perso, je trouve que Google s'est très bien rattrapé de son retard. Hein. Je veux dire, OpenAI est sorti. Je veux dire, OpenAI, quand ils sont sortis, là, ils avaient mis un bon coup de vitesse à tous les concurrents. Les gens ils se sont bien rattrapés. Et moi, j'aime bien la résilience de Google parce que quand ils ont été surpris par les LLM qui sont sortis là. Et là, ouais, je pense qu'ils se sont très bien rattrapés. Ils sont très bien rattrapés. Ouais. Anthropic aussi, très intéressant. C'est ça. Et personnellement, je suis sur Claude Code. Donc, j'aime vraiment et tout ça, les extensions. Et il est vraiment précis, vraiment précis dans les tâches. Donc, c'est un peu ça ma stack pour le moment. Et par exemple, pour la peur dont tu parlais avec les juniors, franchement, je ne pense pas qu'il y ait une solution parce que on le rencontre tout le temps. La dernière fois, j'étais avec des juniors justement d'une entreprise où ils sont stagiaires, où je devais venir leur donner un talk sur l'utilisation de l'IA et tout ça. Mais je me rends compte que les gars, ils ont travaillé sur tous les projets qu'on leur a donnés avec l'IA. Ils ont quelque chose de fonctionnel, bien sûr. Mais lorsqu'on en a des discussions où il faut peut-être expliquer ses choix, dire pourquoi on a choisi telle structure et autres, ils ne savaient même pas qu'il y avait telle dépendance dans le projet. Tu vois ? Ou tu pointes une dépendance et c'est pas pourquoi est-ce que c'est dans le projet ou ni à quoi ça sert. Et c'est là que ça m'a un peu fait peur parce que je me suis dit à notre époque quand même, il n'y a pas de dépendance qui passe sans que tu ne saches pas pourquoi c'est là. Bah oui, mais tu vas faire un NPM install toi-même. Oui, voilà, c'est toi-même, tu fais des recherches. Tu vas installer, c'est ça. Donc c'est compliqué. C'est pas ça va vraiment. Mais c'est ça. La sensibilisation, oui. Et moi, je pense que c'est surtout pour les entreprises qui doivent, parce que à un moment tout le monde a annoncé les développeurs vont être remplacés par l'IA. Bon, je pense que c'est des conneries ça. Mais le truc c'est que moi ma peur c'est pas seulement ma peur, c'est comment seront les futurs seniors de demain en fait, parce que moi aujourd'hui je prends
je prends une IA qui génère du code, je lis le code. C'est ça. Je regarde, ah ouais, mais il y en a qui regardent pas, il y en a qui font tac, 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 ils acceptent et Ça marche. ouais. Moi, je trouve qu'un bon développeur, c'est un excellent développeur avec l'IA, en fait. Si t'es un bon dev, quand tu prends l'IA, tu ajoutes à ton truc, là, oh, tu es un monstre, là. Tu es un monstre. Et pour les juniors, moi, je pense que je sais pas s'il y en a qui regarderont la vidéo, mais si tu regardes la vidéo, bah, tu dois te dire, par exemple, moi, des fois, quand je dis à l'IA d'implémenter une solution pour moi, je lui dis, explique-moi comment, pourquoi, en fait. Mais je commence toujours même par les options avant l'implémentation. Genre, fais-moi le plan. Et je regarde le plan. Après, maintenant, je dis que exécute. Quand il exécute, je vois l'exécution, je valide. Des fois, je dis, OK, rechange cette partie. Surtout, je prends un exemple avec les tests. Quand tu fais des tests avec l'IA, tu peux voir, il peut répéter la même chose au moins 10 fois. Mais tu répètes ça, mais crée une fonction utilitaire qu'on va réutiliser. Ou bien crée une fonction, extrait ça. Parce que l'IA n'a aucun problème à lire... à reparser le contenu. Donc, il peut répéter ça 20 fois. Mais un humain, tu te retrouves avec un fichier de 1000 lignes de tests. Qui va lire ça, en fait? Pourquoi tu regardes? Il a pris juste les mêmes données, il les a répliquées. Il apprend un test. Un test qui aurait pu couvrir... un test où il pourrait avoir peut-être 2 assertions. Il va prendre la même donnée d'entrée, la même appel de fonction, la première assertion, il va prendre la même chose, va dupliquer, faire la deuxième assertion, et il te rend compte, mais attends, c'est n'importe quoi ça. Et au final, tu te retrouves avec des 1000 lignes, des 500 lignes pour un test de quoi, 5 ou 6 méthodes. C'est ça. Et ça, c'est si tu as été un développeur, si tu écris des tests à la main, que tu peux reconnaître. Après, moi, je pousse même pas, je dirais pas aujourd'hui, après, je sais pas, je suis pas un dev. Hein. Et je sais pas si on va retourner au fait qu'on puisse réécrire à la main tout. Mais moi, ce que je peux donner comme conseil à n'importe quel junior, et quand j'en crois, c'est n'arrête pas d'apprendre. Apprends même quand tu utilises l'IA. Il faut toujours que tu continues d'apprendre. Parce que c'est ta connaissance qui va te permettre de challenger l'IA. Après, c'est pas comment l'IA sera fort, mais tu dois commencer à reconnaître ce qui est bon. Et quand tu acceptes, tu dois accepter le résultat parce que tu sais que c'est bon. Pas parce que tu sais que ça marche, en fait. Parce que quelque chose peut marcher, mais ne pas être bon. Ouais. C'est ça. Compliqué. Du coup, je pense qu'on s'approche là de la fin. Moi, je voulais vraiment avoir ces discussions et là, je vais peut-être demander des conseils parce que je vois que toi, tu as plus d'expérience que moi pour ce qui est de la création de contenu. Moi, c'est vraiment ma première fois. Je suis pas habitué à faire des tutoriels avec mon visage. Je suis pas habitué à faire ce genre de contenu, mais franchement, j'ai adoré suivre le tien. Et donc, pour un collègue qui se retrouve là aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment mon année où je me dis, il faut tenter. On a appris tellement de choses que c'est vraiment le moment de libérer, de faire des tests et de montrer aux gens comment ça se passe et tout ça. Qu'est-ce que tu me conseillerais donc pour démarrer? Déjà, la première chose que je vais te donner comme conseil, c'est déjà de ne pas arrêter d'apprendre. Il faut continuer d'apprendre. Parce que faire de la création de contenu technique, ça demande de l'apprentissage. Et ça va juste te servir à toi-même. Il faut continuer d'apprendre. Il faut aller en profondeur sur les sujets. Il ne faut pas être un vase creux. Il ne faut pas être quelqu'un qui peut juste parler sur Internet, mais qui n'a pas de connaissances. Il faut vraiment que tu aies de la connaissance. Et il faut aussi avoir de la régularité. Et je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'a manqué depuis un moment et que j'essaye de faire au fur et à mesure. Tu auras toujours des contraintes de famille. Moi, par exemple, sur le mois de février, je n'ai pas beaucoup posté parce qu'il y avait mon anniversaire, il y avait des choses, je devais voyager, je devais des activités. Et là, je me remets un truc. Et un programme, soit post et fais ce que toi tu aimes. Voilà. Les gens qui vont aimer vont regarder. Tu vois. Moi, je partage des fois sur les certifications. C'était là, je parle des choses réelles. J'imagine pas, je parle des choses réelles. C'est ce que j'aime, c'est ce que je suis en train de faire et ce que j'en te partage. Donc, des gens qui veulent passer cette certification vont venir. Ah oui, ok, on veut aussi parce que t'es pas seul dans le monde. Il y a forcément des gens qui peuvent correspondre à ton cas. Donc, lorsque tu fais de la création de contenu, vas-y, fais ce que tu aimes. Regarde aussi le marché, regarde aussi parce que je vois n'importe quoi. Si tu fais ce que tu aimes, personne ne regarde, ça y a pas de motivation. Fais ce que tu aimes en combinant par ce qui
ce qui correspond aussi. Mais ne te perds pas dans tout. Oh, ça, ces trucs, je vais plus faire ce que j'aime, je vais juste faire ce que les gens veulent. Ouais. Au final, tu vas pas avoir de la satisfaction parce que, voilà. Et la chose la plus facile, c'est de partager sur des choses que tu fais au quotidien, quoi. Si tu fais, tu travailles sur du Node.js au quotidien, bah, partage sur du Node.js. Yes. Ouais, c'est plus simple pour toi de faire ça plutôt que d'aller faire du Java parce que les gens parlent de Java alors que toi-même tu n'aimes pas Java, tu vois. Ouais. Tu vois le truc? Parce que tu dis, ah ouais, mais Java, c'est très populaire. Toi-même, tu détestes Java, mais tu vas faire juste parce que tu te dis que c'est populaire. Au final, tu vas gagner des vues, mais tu vas pas être épanoui parce que tu fais pas ce que tu aimes. On fait ce que tu aimes. Moi, je fais du Azure. Azure, c'est pas, comparé à AWS, il y a pas beaucoup de personnes qui font du Azure, mais moi, je ma niche. Et les gens qui aiment Azure vont forcément correspondre avec ce que je fais, en fait. Ouais. Donc là, moi, c'est ce que je fais. Au fil des années, j'ai vraiment pris l'habitude d'écrire, donc j'ai vraiment plein d'articles qui sont sur mon blog aujourd'hui. C'était vraiment ça ma manière de partager entre autres. Mais tu fais très bien, hein. Tu fais très bien. Je veux vraiment me quitter l'écriture pour essayer aussi un peu la caméra et voir des explications, tout ça. Donc, merci vraiment pour ton conseil. Et là, on va aborder le dernier point. C'est vrai, tu as parlé d'être occupé d'éléments et tout ça. Pour toi, quel va être la prochaine action, le prochain move? On est à une période où tous les deux, on a vu passer beaucoup de choses dans le monde de la programmation. On a des profils seniors, on a de l'expérience avec du mentorat et tout ça. Enfin, c'est quoi la prochaine étape pour toi à partir de maintenant? Pour moi, pour moi, déjà, là, j'ai beaucoup de choses en tête. Là, j'ai quelques projets on the side sur lesquels je travaille. Dès que je vais faire sortir, mais c'est beaucoup de la. Bon, je vais essayer de structurer ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Déjà côté professionnel, là ça va pour le moment. Je suis tranquille, je suis bien dans mon travail. Je suis plutôt tranquille. Ensuite côté certification et connaissances, voilà, je vais préparer encore une autre de niveau expert. Encore. Donc là, je pense que disons, on va dire avril-mai, je vais la passer. Moi, je fais un retour là-dessus comme d'habitude. Et toujours sur Azure, pousser encore le plus loin possible. Et là, on va dire voir les opportunités parce que là, en ce moment, je vise plus des postes d'architecte. Là, je vais voir ce que l'avenir me réserve sur ce terme-là et toujours continuer avec au niveau de la connaissance, le partage de connaissances, quoi. Moi, c'est vraiment ça mon leitmotiv. J'aime quand je vois des commentaires des gens, oh oui, merci beaucoup pour ça, ah oui, ça. Moi, ça m'aide vraiment à être content, en fait. Ouais. C'est moins, combien de personnes ont vu ma vidéo, c'est une personne qui a vu, tu peux même avoir 10 personnes qui ont vu ta vidéo, dans les 10 personnes, tu as fait du bien à 10 personnes, tu vois. C'est ça que moi j'aime quand je partage. Je partage pas pour ouais, je dois faire 1 million de vues. Parce que l'impact réel, c'est pas t'as eu 1 million de vues, mais combien de personnes t'as impacté? Quand une personne qui fait 100 vues et qui en impacte 30, et toi tu fais 1 million de vues, t'en impactes 0, moi je préfère celui qui en fait. Parce que moi dans ma niche, je sais qu'une personne qui vient parler d'Azure, c'est une personne qui s'intéresse au cloud. Et quand il vient et qu'il trouve de la bonne matière, il trouve des choses intéressantes. Pour moi, c'est content. Et tu verras aussi quand tu vas commencer à faire des vidéos, tu verras que les bons commentaires, les commentaires d'encouragement, tu verras que ça te donnera de la satisfaction de te dire ouais, ce que je fais ça. Il y a des humains derrière qui en bénéficient. C'est pas juste tu fais des vidéos puis tu balances et puis vas-y. C'est vraiment tu as de l'impact sur la vie des gens. Et moi, une fois, il y a une personne qui est venue me dire merci. Parce que où je suis là aujourd'hui, c'est grâce à wow, je savais pas que moi je vais avoir autant d'impact sur la carrière de quelqu'un. Et c'est ça, c'est vraiment la satisfaction. Et moi, à moins que j'ai des occupations très trucs, mais je pense pas que la création de contenu c'est quelque chose que je vais arrêter. Et moi, je t'encourage énormément à faire ça. Je pense que il y a beaucoup de aujourd'hui en Afrique, on a de plus en plus de créateurs de contenu d'origine africaine, d'origine purement africaine, et c'est ce qui est très bien en fait. On essaie de rattraper un peu. Je dirais pas qu'on a une course, mais on essaie aussi de montrer qu'il y a de la qualité chez nous. Voilà, il y a des bons développeurs, il y a des bonnes personnes qui font. Parce que on a été tout le temps inondé par un marché occidental, américain, un marché français.
Et là, moi, je vois, quand je pars sur YouTube, je pars sur LinkedIn, je vois des gens qui partagent des trucs et je me suis dit, ouais, ok, ça c'est bon. Ouais. C'est bon, on est. Le terrain est assez vaste pour tout le monde, quoi. C'est ça. C'est même pas. J'avais lu un article qui disait que moins de 5% des personnes qui sont sur LinkedIn postent régulièrement, en fait. Moins de 5%. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes sur LinkedIn, moins de 5 postent régulièrement. C'est-à-dire que tout le reste poste pas. Ces gens ne postent pas, en fait. Ouais. Et c'est là, il y a de l'espace pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Et même si ce que tu veux faire, tu dis, ouais, quelqu'un a déjà fait, vas-y, fais pour toi. Peut-être que tu auras une autre approche que la personne qui a fait n'a pas eu. Peut-être que toi, tu auras d'autres choses à. Peut-être que toi, tu auras. Imagine, toi, tu es junior. Je dis pas que toi, tu es junior. Imagine, tu es un junior et tu dis, oh, il y a un sujet, un senior a déjà couvert. Mais oui, le senior a couvert en tant qu'avec les yeux de senior. C'est ça. Et toi, tu vas couvrir avec les yeux de junior. Toi, tu vas venir à montrer à un autre junior parce que les seniors, ils parlent plus à des seniors. Mais toi, vu que tu n'es pas senior, tu peux parler à des juniors, tu vois. Ouais. Donc, chacun a son approche. Même si tu penses qu'un sujet a été couvert, vas-y, couvre-le, quoi. Les certifications que je passe, ce ne sont pas les seules certifications. Je ne suis pas le premier à les passer. Ouais. Moi, je partage selon moi ce que j'ai vu. Une autre personne a partagé selon ce qu'il a vu. Et une personne qui combine les deux pourra avoir plusieurs perspectives. C'est ça. Voilà. C'est ça, effectivement. Et donc là, je te remercie beaucoup pour les conseils. Ouais. Et moi, pour revenir un peu, pour répondre aussi à la question, mon prochain move, comme tu le disais, avec le Nice, on a beaucoup évolué. Et je me rends compte très vite que lorsqu'on est développeur ou qu'on a un profil technique, lorsque tu entres dans ce monde-là de vouloir créer un projet, je sais pas, start-up, etc., tu te retrouves perdu parce qu'il y a énormément d'autres choses comme le management, le marketing, le produit et tout ça. Et dans tout cet ensemble-là, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment le produit. Tu vois. Et donc, c'est vrai, je suis à l'aise là actuellement, mentorat, architecte logiciel, tout et tout. Mais avec le temps, mon prochain move, c'est vraiment de m'orienter progressivement vers le produit pour après avoir une vue globale de la chose, client, autre partie, la partie technique. Et dans ce sens-là, justement, j'ai passé des certifications sur IBM à travers Coursera. Et donc, je cherche toujours de l'expérience dans ce domaine-là pour pouvoir en fait l'appliquer à l'ERNIS pour me permettre toujours d'évoluer. Donc, c'est ça. Mais l'idéal pour moi, c'est vraiment de me retrouver dans un environnement purement anglophone. Donc, je me dis d'ici 1 an ou 2, je vais quitter le Bénin et m'installer dans un environnement où il n'y a que des anglophones. Parce que là, tu parles anglais au boulot, genre 1 heure, 2 heures, mais quand tu sors de ta maison, tout le monde parle. Ouais, tu reparles en français, ouais. Il y a une sorte de déconnexion, on va dire. Donc, ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça. Donc, je me prépare juste pour ça et ça va être ça mon prochain move, quoi. Ouais, donc on se donnera rendez-vous, on est le 28 février, donc on se donne rendez-vous le 28 février de l'année prochaine, on refera un bilan. Voilà, on refera un bilan ici, on dirait au 28 février de l'année prochaine. Franchement. On revient à se faire un bilan, voilà. Ouais. Ok, donc merci déjà à toi pour avoir accepté cette discussion. Franchement, je voulais que tu sois ouvert, donc tu vois les questions venir comme ça. Et on a parlé un peu de nos deux parcours et c'est hyper intéressant. Tu sais, on est tous des Africains comme ça, dispersés dans le monde, mais quelque part, on se ressemble par rapport à certaines expériences, bien sûr, compétences, etc. Donc c'est vraiment un plaisir, bien sûr. Entre autres. Et moi, je te dis, on reste en contact. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup, Freddy. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine ici. Ça, pour faire le pour parler de trucs. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content de cette bonne heure de discussion. Ça m'a permis aussi, j'espère que ça apportera beaucoup de valeur à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, toutes les personnes qui vont vouloir. J'espère que nos parcours, nos différents parcours vont les aider. Moi, j'aime le fait qu'on ait eu 2 parcours différents, un parcours à l'extérieur, un parcours au Bénin, en Afrique, et ça montre que des 2 côtés, on peut avoir un bon parcours, peu importe où on est. Voilà. Faudrait pas que les gens voient qu'il faut que je parte ailleurs pour réussir, ou des gens qui disent, ouais, ceux qui sont partis, ils ne foutent rien. Tu peux rester au Bénin, travailler avec des entreprises à l'international. Tu peux aller aussi, partir de l'Afrique et aller travailler avec des entreprises à l'international. Tout est possible à celui qui veut se donner les moyens, quoi. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Freddy. Merci. Allez, porte-toi bien. Ok, porte-toi bien. Bonne journée.